Alors aujourd'hui, on va voir qu'il est possible de couper un gâteau en 6 parts égales avec 3 coups de couteau. Voilà. Je m'explique. Il va falloir trouver le moyen de couper comme ceci, 6 parts égales. Hop. Je ne suis pas sûr qu'elles soient égales là, comme ça. Mais en 3 coups de couteau. C'est-à-dire tracer 3 droites à l'intérieur de ce gâteau. On va supposer que ce gâteau est un polygone convexe. Voilà. Pas forcément régulier, évidemment. Évidemment, son épaisseur est constante, pour que le problème se réduise à un problème de géométrie plane. On ne demande pas la construction à la règle au compas de ces droites, mais juste l'existence de ces droites, ce qui n'est pas évident. Voilà, alors en gros, montrer qu'il existe 3 droites telles que ce polygone convexe se subdivise en 6 aires égales. Voilà. C'est extrait de l'excellent livre de Pascal Boyer, qui s'appelle Algèbre au singulier et géométrie au pluriel, qui est dans la collection de Calvage et Mounet, la collection Prestige, Tableau Noir. Un livre que je recommande. Donc en gros, un livre riche en petits problèmes comme celui-ci, où la géométrie utilise de l'algèbre tous azimuts. Un livre dont le mathématicien va réussir à tirer de toute la substance. Et un livre riche en typos, aussi. Voilà, mais ça fait son charme. On sent que c'est fait à la main. Ça me fait... bon, il y a des notations qui fluctuent au fur et à mesure dans certains énoncés, exercices, etc. etc. Bon, si on veut pas de typo, on lit le dictionnaire, voilà, c'est ça. Et puis si ça se trouve, c'est la première édition qui sera collector, parce que ça fait un petit peu pareil avec notre livre chez Calvage et Mounet, avec Jérôme Germoni, Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, où beaucoup de gens ont regretté la toute première édition qui contenait quand même un certain nombre de typos. Voilà, bon, ça va avec la fraîcheur du propos. Et là maintenant, on va attaquer ce problème. Couper un gâteau en 6 parts égales avec 3 coups de couteau, un gâteau polygonal. Je vous laisse chercher et on se retrouve tout de suite pour la solution. Alors, allons-y pour la solution. On va utiliser à fond le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, bon, on supposera, on admettra que les fonctions qu'on va utiliser sont toutes continues. On n'a pas de mal à admettre sans formule, sans donner des formules, que toutes ces fonctions sont bien continues. Vous allez voir de quoi je vais parler. La première chose, on va commencer par se donner une droite D quelconque. En fait, c'est juste une direction plutôt qu'une droite. C'est une droite vectorielle, si vous voulez. Ça, c'est une droite vectorielle. Et la première chose qu'on va faire, c'est déjà le couper en 2 parts égales avec une droite. Donc, on va choisir une droite qui a la direction de D. On va balayer toutes les droites qui ont la direction de D, comme ça, sur le gâteau, et on va regarder la proportion que l'on coupe entre la partie, on va dire ici, supérieure de la droite et la partie inférieure, entre les deux parties. Alors ici, évidemment, c'est 0, et ensuite, en descendant jusque-là, eh bien, la proportion est de 1. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, on se doute bien qu'il existe une unique droite D1, parce que, bon, la fonction, on a une fonction croissante, telle que D1 coupe le gâteau en 2. Donc, en gros, ce que j'ai dit, on se donne une direction, et on va avoir une unique droite qui possède cette direction, et qui coupe le gâteau en 2, par le théorème des valeurs intermédiaires, avec un petit supplément de stricte croissance pour avoir l'unicité.
Bon, alors maintenant, deuxième étape. On va construire une deuxième droite, d'accord? C'est-à-dire qu'on a construit en gros celle-là, hein. Maintenant on va construire celle-là. Là maintenant, vous voyez qu'il n'est pas du tout clair qu'on va se donner n'importe quelle direction et qu'on va trouver avec une droite la possibilité d'avoir à la fois un sixième du gâteau ici et un sixième là. Ça c'est pas n'importe quelle direction qui va nous donner ça. Alors, je fixe un point Z sur ma droite D1. À partir de Z, je vais balayer tous mes angles possibles, d'accord? Là, ici, je vais avoir une proportion de 0 et j'attends d'avoir une proportion de 1/6, ce qui est possible ici. Donc ici, c'est 1/6 du gâteau, ce qui est possible parce que quand je balaye tout, la proportion, elle va devenir de 1. Ou si vous préférez, quand je balaye de alpha égale 0 à pi, je vais avoir une proportion de 1/2. Donc, j'ai un alpha ici qui va me donner exactement 1/6 ici du gâteau. Et de la même manière, j'ai un bêta qui va partir aussi, qui va me donner une demi-droite qui part de Z comme ça, et qui va me donner ici 1/6 du gâteau, ou si vous préférez, 1/3 de la moitié du gâteau. Bien, alors bon, le dessin est évidemment très imprécis, mais on a alpha et bêta. Et ce qu'on veut, c'est avoir une droite. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est avoir ici alpha égale bêta. Voilà. Alors, encore une fois, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Regardez alpha vu comme fonction de z, parce qu'on a fixé z. D'accord ? Et z, il peut se balader de moins l'infini vers plus l'infini. Alors on va dire moins l'infini là, plus l'infini là. En moins l'infini, donc regardez la direction de alpha, en moins l'infini, on va avoir que alpha va tendre vers pi. D'accord ? Et en plus l'infini, alpha va tendre vers 0. Et il est évident que si on veut avoir exactement 1/6 du gâteau, alpha, en fonction de z, va être une fonction décroissante. À chaque fois que z va vers la droite, eh bien, alpha va être de plus en plus petit pour aller de pi à 0. De la même manière, bêta, en moins l'infini, quand z tend vers moins l'infini, eh bien, bêta, ça va être l'angle nul, parce qu'il part de la droite D1, et quand il va être de l'autre côté à droite, il va tendre vers pi. Donc bêta de z croît de 0 à pi. Donc vous prenez un z ici, vous regardez alpha, et vous voyez que alpha, là, comme ça, si vous prenez z ici vers moins l'infini, d'accord, et vous voyez que alpha tend vers pi pour avoir le tiers. Bon, là, ça fait pas le tiers de la moitié, mais on comprend à peu près ce que ça veut dire. Bref, j'ai la décroissance, j'ai les limites. Maintenant, je vais regarder bêta de z moins alpha de z. Ça veut dire que ça croît de moins pi à pi. Donc, ça veut dire qu'il existe un unique z0 pour lequel alpha est égal à bêta. Et ça y est, j'ai trouvé mon z0 sur D1. Et j'ai alpha égale bêta, ce qui veut dire que je vais avoir ma deuxième droite que j'appelle D2. Bien. Ok, maintenant, à partir de ce Z0, qui est unique, eh bien, je vais construire, encore une fois, mes deux demi-droites, D3 plus et D3 moins, de sorte à ce que le gâteau il soit partagé ici. Et là, on a presque terminé, mais pas tout à fait, parce que ce sont deux demi-droites, c'est pas une seule droite. Donc je prolonge D3+, là je l'ai prolongé un petit peu maladroitement pour qu'on le voit bien, et je vais avoir, quand je prolonge D3+, un angle gamma, que je vais orienter dans ce sens-là, et qui de l'angle de D3+, avec D3-. Voilà. Et ce que je voudrais, c'est que gamma soit égal à 0. Et malheureusement, il n'y a encore rien qui me garantit que gamma est égal à 0. Sauf que, pour l'instant, j'ai unicité,
de D1, de D2, de Z0, mais cette unicité dépendait de la droite, la direction, la droite vectorielle, verte ici, dont j'étais parti. C'est-à-dire que maintenant, je vais basculer ma droite, je peux lui faire un demi-tour, d'accord, comme ceci. Donc, je vais regarder, je vais dire que cette droite dépend d'un angle θ, et que, en fait, tout ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire notre droite D1 dépendait de θ, notre droite D2 dépendait de θ, alpha, qui était unique, dépendait de θ, bêta, Z0, tout dépend de θ, mais de façon unique. Et modulo quoi? Eh bien, regardez, alpha, bêta, Z0, D1, D2 dépendent de θ de façon unique, modulo pi. Parce que quand je retourne ma droite, eh bien, j'ai exactement la même droite, la même direction, ce qui fait que par unicité de la construction, on utilise cette unicité, eh bien, on va retrouver exactement le même schéma. Donc on retrouve le même schéma ici, la même droite D1, la même droite D2, mais quand j'ai retourné ma droite continuellement, comme ceci, eh bien, D3 plus est passé de l'autre côté, et D3 moins est passé de l'autre côté. Donc maintenant, D3 plus est là, D3 moins est là, c'est exact, ils ont échangé leur rôle, d'accord? Parce qu'il y en avait un qui était dans la partie supérieure, on va dire, et l'autre dans la partie inférieure. Ce qui fait que, quand je vais regarder D3 plus et l'angle que fait D3 plus avec D3 moins, eh bien, il est devenu l'angle opposé. Vous voyez, là, il était dans ce sens-là, et là, quand je veux aller de D3 plus vers D3 moins, il va dans l'autre sens. Donc, cet angle-là, je suis en train d'affirmer que pour toutes ces fonctions, donc pas celle-là, pardon, pour toutes ces fonctions, toutes ces fonctions sont périodiques de période pi, mais gamma, lui, quand on va changer gamma de θ en gamma de θ plus pi, on va obtenir l'angle opposé. Voilà. Alors, tout en admettant que tout ça c'est bien continu, ce qu'on imagine sans problème, que quand on tourne continuellement en D, eh bien gamma va suivre une fonction continue, eh bien gamma est passé d'un réel au réel opposé. Ce qui veut dire qu'il existe un θ0 tel que gamma de θ0 égale 0, par le théorème des valeurs intermédiaires. Il n'y a rien qui garantisse l'unicité de ce θ0, mais ça, c'est pas ce qu'on cherchait. Et ça y est, on a réussi à couper notre gâteau en 6 parts égales. Get it.